Ok, let's go! Bienvenue sur le Rookscast, épisode 8, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche des millions de personnes dans le monde. C'est très simple, c'est la tendinopathie. Voilà, sans plus d'introduction. Que vous soyez sportif amateur, athlète ou juste quelqu'un qui a déjà tondu ses haies pendant toute une journée, eh ben vous avez forcément eu mal à l'épaule et il y a de grandes chances que vous ayez eu une tendinopathie. Et donc aujourd'hui, on va voir tout simplement ce que c'est. On va s'appuyer sur les travaux de la professeure Jill Cook, qui est une chercheuse australienne, et c'est grosso modo la queen dans le domaine. Elle a révolutionné toute la compréhension, tout le traitement et les différentes approches qu'on a au niveau de la tendinopathie. Et donc le programme de l'épisode, il va se diviser en 3 étapes. Simplement pour commencer, l'anatomie d'un tendon, le pourquoi du comment c'est fait, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, quelles sont les différentes structures qui peuvent être endommagées aussi et lésées quand on l'inflamme, quand il y a une tendinopathie. D'ailleurs, on va voir s'il y a vraiment une inflammation à ce niveau-là. Ensuite, on va voir comment ça se passe, la tendinopathie, et bien, ce qui nous intéresse finalement, comment on la gère, comment on la règle et quel type de traitement on va mettre en place. Donc installez-vous confortablement et puis on est parti. Première étape, l'anatomie. C'est pour comprendre comment ça dysfonctionne, il faut savoir comment ça fonctionne. Donc un tendon, c'est grosso modo un pont qui va relier le muscle à l'os. Donc sans lui, c'est impossible de transformer la contraction musculaire en un mouvement au niveau de l'articulation. Donc c'est grâce au tendon qu'on peut marcher, courir, sauter, saisir ou faire quoi que ce soit finalement. Vous me direz, c'est aussi grâce aux muscles, mais bon, tout fait un ensemble. Mais un tendon, c'est pas juste un câble, c'est une structure vivante, complexe et finalement c'est très intelligemment organisé. Vous allez pouvoir l'imaginer au final comme une corde qui est composée de milliers de filaments microscopiques qui sont tous orientés dans la même direction pour optimiser la transmission de la force. Et c'est ce qui nous intéresse. Et au cœur de cette corde, il y a ce qu'on appelle le collagène. Et pour être plus précis, c'est du collagène de type 1. C'est une protéine qui représente environ 70 à 80% de la masse sèche du tendon. Donc le collagène, c'est aussi la protéine la plus abondante dans notre corps et elle est particulièrement présente dans tous les tissus qui doivent résister à des tensions mécaniques. Dans le tendon, les molécules de collagène elles vont s'organiser selon une hiérarchie. Au niveau le plus basique, on va avoir 3 chaînes protéiques qui vont s'enrouler les unes autour des autres pour former une triple hélice. Et ces triples hélices, elles vont s'assembler ensuite pour former des fibrilles qui elles-mêmes vont se regrouper en fibres. Et ces fibres vont former des faisceaux, et donc des faisceaux de fibres. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une corde qui est composée de milliers de filaments qui vont s'intriquer les uns avec les autres. Et cette organisation en poupée russe, finalement, c'est elle qui va donner la résistance au tendon. C'est au final comme une corde. On tisse un premier fil qu'on va enrouler d'un autre, etc., etc. Mais il n'y a pas que le collagène. Le tendon, c'est pas juste une structure inerte. Et avec ça, il y a aussi des cellules qui sont spécialisées, qu'on appelle les ténocytes. Et ces cellules, elles représentent 90 à 95% des cellules du tendon. Et elles jouent un rôle complètement crucial, parce que c'est elles qui produisent et qui vont organiser le collagène derrière. C'est elles qui vont aussi forcément réparer les petits dommages du quotidien. Et c'est elles qui vont recevoir les contraintes mécaniques qu'on applique au tendon et qui vont adapter la structure du tendon en conséquence de ces contraintes. Et les ténocytes, ils sont disposés en longues chaînes entre les fibres de collagène. Donc au final, c'est un petit peu comme les sentinelles le long d'un réseau routier. Ils sont connectés entre eux et ils communiquent constamment. Ils vont échanger des informations sur l'état du tendon et sur le stress qu'il subit suite à la charge qu'on lui met dans la tronche. Avec tout ça, c'est pas fini. On a dit que c'était une structure complexe. Entre les cellules et les fibres de collagène, on a ce qu'on appelle la matrice extracellulaire. C'est ce qui est forcément, vous l'avez compris, à l'extérieur de la cellule. Et c'est un gel qui est riche en protéoglycanes et en glycoprotéines, qui va remplir les espaces entre tout le petit monde. Bon, voilà. Retenez qu'il y a un gel entre le collagène et les ténocytes. Voilà. Mais ce gel, ce qui est intéressant, c'est qu'il va permettre la diffusion des nutriments vers les ténocytes. Et cette matrice, elle va absorber et dissiper une partie des forces de compression. Et elle maintient l'hydratation et l'espacement entre les fibres de collagène. Ok?
cette matrice, il y a aussi des molécules de signalisation qui vont réguler le comportement des ténocytes. Leur dire quand est-ce qu'ils doivent produire plus de collagène, quand est-ce qu'ils doivent réparer, ou quand est-ce qu'ils doivent se mettre en mode défensif, entre guillemets. Et c'est là où vous dites, attends, s'il y a un gel qui nourrit tout ça, à quoi elle sert la vascularisation? Et bien c'est là où il est le problème. Justement, c'est un aspect qui est souvent méconnu, mais qui est crucial du tendon, c'est que la vascularisation, elle est relativement pauvre. Contrairement aux muscles, qui eux sont richement irrigués par des vaisseaux sanguins, et bien les tendons, ils ont quasiment que dalle. Ils ont un apport sanguin qui est très limité. Et c'est ça qui a des conséquences qui sont très importantes. D'abord, ça veut dire que les tendons, ils ont une capacité de réparation qui est plus lente que les muscles. Quand vous blessez un muscle, la récupération, elle peut prendre quelques jours à quelques semaines en fonction de ce qui s'est pris dans la tronche. Mais quand vous endommagez un tendon, on parle de plusieurs semaines à plusieurs mois. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que l'apport sanguin au niveau du tendon, il va se faire par plusieurs voies. Donc depuis l'insertion osseuse, depuis la jonction myotendineuse. Donc le premier, c'est la jonction entre l'os et le tendon, et le deuxième entre le tendon et le muscle. Et il y a un fin réseau de vaisseaux dans le tissu conjonctif qui va entourer le tendon, qu'on appelle le péritendon. Mais il y a certaines zones, comme on l'a dit, qui sont très mal vascularisées. Et c'est ce qu'on appelle des zones critiques ou des zones hypovascularisées. Le tendon d'Achille, par exemple, a une zone à environ 2 à 6 cm au-dessus de son insertion du talon, qui est très pauvre en vaisseau. Donc c'est pas un hasard si c'est justement dans cette zone qu'il y a la plupart des tendinopathies d'Achille. Et que ces tendinopathies, elles vont perdurer dans le temps. Il est aussi important de savoir que tous les tendons ne se valent pas. Certains sont longs et fins, comme les tendons des doigts, et d'autres sont très courts et épais, comme le tendon au niveau de votre rotule, de votre patella, comme on l'appelle aujourd'hui. Et certains vont s'enrouler autour de certaines saillies osseuses, comme le tendon du long biceps, qui s'enroule autour de l'humérus. Ça va les exposer à des forces de compression, en plus des forces de tension, quand on tire dessus avec le muscle. Et Jill Cook, justement, elle va distinguer les tendons de traction pure, qui subissent essentiellement des forces d'étirement, comme le tendon d'Achille quand on court, et les tendons de compression, qui vont subir aussi des forces d'écrasement contre les structures osseuses, comme le tendon du supraépineux de l'épaule, qui passe sous l'acromion, donc sous une des portions de l'omoplate. Et cette distinction, elle est au final fondamentale, car les mécanismes de la tendinopathie et les stratégies de traitement, elles peuvent varier en fonction du type de tendon justement qui est affecté. Et derrière, avec tout ça, comme on l'a dit, il y a aussi une capacité d'adaptation. Il y a tous ces récepteurs qui vont produire plus ou moins de collagène via les ténocytes. Donc le tendon, c'est un tissu qui est vivant, qui peut donc s'adapter aux contraintes qu'on lui impose. Si on soumet régulièrement un tendon à des charges importantes, et progressivement, il va augmenter sa section. Il va se renforcer en collagène et il va optimiser sa structure. C'est le principe d'adaptation mécanique. Mais d'un autre côté, et c'est le penchant, un tendon qui est peu sollicité, il va s'atrophier, il va perdre en section, il va perdre en résistance. Et c'est ce qu'on observe pendant les immobilisations prolongées. Par exemple, quand on a un plâtre. Et cette capacité d'adaptation, c'est ce qui est important. C'est qu'elle est au cœur de notre compréhension de la tendinopathie et du coup de son traitement. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le tendon répond aux stimulations mécaniques. Et c'est le point central de ce podcast, de cet épisode et de la compréhension de tout le schmilblick. Maintenant qu'on sait à quoi ça ressemble grosso modo un tendon, qu'est-ce que c'est une tendinopathie? Parce que c'est le sujet aussi. Et le terme en lui-même, il est important. À l'époque, on parlait de tendinite. Mais le suffixe it, il suggère une inflammation aiguë. Alors, comme on l'a vu avec Jill Cook, la réalité elle est un peu plus complexe. La tendinopathie, c'est une pathologie du tendon qui est caractérisée par une douleur et une perte de fonction. Le tout est associé à des changements au niveau de la structure du tendon en elle-même. Et ces changements, ils ne sont pas principalement inflammatoires, mais plutôt dégénératifs et dysplasiques. Grosso modo, ça veut dire que l'organisation normale du tendon, où les fibres elles sont toutes droites, toutes nickel, c'est un paquet de spaghettis, tout ça, c'est perturbé. Et c'est pas ouf. Donc, il y a différentes publications qui sont sorties de notre Jill Cook, qu'elle a appelé le Continuum Model of Tendon Pathology, bref, le modèle du continuum de la pathologie tendineuse, en résumé.
Et ce modèle, il propose que la tendinopathie, c'est pas juste une condition binaire où le tendon il est soit sain, soit malade, mais plutôt un continuum, donc une évolution. C'est un spectre sur lequel le tendon il peut se déplacer en fonction des charges qu'il subit et de l'autre côté de sa capacité à s'adapter à ces charges. Donc Jill Cook, elle a identifié grosso modo 3 stades sur ce continuum. La tendinopathie réactive, la dysréparation tendineuse et la tendinopathie dégénérative. Ça, c'est clairement pas fou. On va commencer par le premier parce que c'est le plus sympa. Donc vous imaginez que vous avez envie de reprendre le running après des mois où vous n'avez pas fait grand chose parce que c'était l'hiver, il pleuvait et puis il y avait la flemme. Ok? Et surtout le plus important, c'est qu'il y avait raclette. Ou alors grosso modo, et c'est l'exemple qu'on a vu au départ, c'est quand vous avez les haies à tailler, que c'était tout l'été, vous n'avez rien fait parce qu'il y avait barbecue. Donc là, c'est bon, il faut passer le week-end. Donc vous avez le bras levé pendant des heures. Votre tendon, il n'était pas du tout préparé à ça parce que ce qu'il faisait, c'était retourner les merguez sur la barbaque. Et c'est là où il y a une charge inhabituelle, ça réagit, c'est la tendinopathie réactive. À ce stade, la structure du tendon, elle est relativement intacte, mais il y a quand même une réponse adaptative. Le tendon, il va gonfler, la matrice extracellulaire, elle va absorber plus d'eau, et les cellules vont entrer dans un mode d'activation où elles tentent de renforcer rapidement la structure. C'est une réponse de protection à court terme. Ce qui est cool, et la bonne nouvelle donc, c'est que ce stade est potentiellement totalement réversible. C'est là que c'est cool. Si vous réduisez la charge de manière appropriée, et c'est là où j'insiste, et que vous laissez le tendon récupérer, il peut revenir à un état normal sans séquelles. C'est un petit peu comme une réaction inflammatoire aiguë qui se résorbe. Si vous avez le rhume et vous continuez à sortir dehors alors qu'il fait -5 et que vous êtes en t-shirt, c'est clair que ça ne va pas le faire. Donc ce stade, il peut toucher n'importe qui, même des personnes avec des tendons parfaitement sains auparavant. C'est juste une question de surcharge aiguë, de demande de dépassement temporaire de la capacité. Stade 2, ça devient moins cool, la dysréparation tendineuse. Si la surcharge elle persiste ou si elle se répète, donc par exemple, vous avez fait vos haies, il faut faire celle du voisin parce qu'on a dit oui alors qu'on aurait dû dire non. Ou alors vous vous dites, j'ai couru, j'ai senti un petit truc, j'ai boité 2 jours, mais là ça va mieux, j'y retourne. C'est un exemple complètement hypothétique, bien évidemment, ce n'est jamais arrivé à qui que ce soit. Ou, comme dit, le tendon, il n'a juste pas le temps de récupérer. Donc on est au stade numéro 2. Et là, ça devient un petit peu plus sérieux. Les ténocytes, ils sont constamment stimulés par des charges qui sont trop importantes, qui sont excessives. Et derrière, eux, tout ce qu'ils vont faire, c'est essayer de tenter de réparer ce tendon, de le renforcer, mais ils vont le faire de manière désorganisée, de manière anarchique. Et au lieu de produire du collagène bien aligné et structuré, ils vont produire justement un collagène anarchique, avec des fibres orientées dans toutes les directions. Au lieu de faire les spaghettis nickel bien alignés, c'est comme s'ils étaient cuits et puis ça faisait un petit micmac au fond de la casserole. Et c'est là où c'est pas ouf. Parce que la matrice extracellulaire, elle devient aussi plus abondante, mais de composition anormale. On a une augmentation des protéoglycanes et ça va rendre le tendon plus mou, plus gélatineux. Et on a aussi des néovaisseaux sanguins et des nerfs qui commencent à envahir les zones du tendon qui sont normalement peu vascularisées et peu innervées. Et ces nouveaux nerfs, c'est eux qui sont souvent responsables de la douleur caractéristique d'une tendinopathie. À ce stade, on va aussi voir apparaître des zones de désorganisation dans l'architecture même du tendon et donc du collagène. Donc si vous imaginez la corde, il y a certaines sections où leurs brins sont emmêlés plutôt que parfaitement parallèles. Ce qui veut dire que la résistance globale, elle est compromise parce que quand vous tirez dessus, on tire sur les nœuds, ça tire un petit peu à droite, un petit peu à gauche, c'est pas optimal et ça risque de repéter. Ce stade, il est par contre partiellement réversible s'il y a une gestion appropriée de la charge et si le programme de rééducation il est adapté. Il y a une partie des changements pathologiques qui peuvent s'inverser, mais ça va prendre du temps et généralement plusieurs mois. Et la récupération complète, elle n'est pas toujours possible. Il faut en avoir conscience. Donc c'est pour ça qu'il faut faire les choses au plus tôt et ne pas les laisser traîner. C'est très important. Je dis ça parce que j'ai un certain nombre de patients qui ne l'ont pas fait correctement. Et on arrive au 3e stade. Le meilleur, c'est la tendinopathie dégénérative. Et si le stade 2 il persiste sur des mois ou des années, on arrive au 3 et c'est vraiment pas cool. Ici, on a clairement des changements
structuraux qui sont importants. Et le pire, c'est qu'ils sont irréversibles. On a des zones du tendon qui vont montrer une désorganisation sévère du collagène et parfois même des déchirures partielles. On peut voir des zones de nécrose cellulaire, là où les ténocytes meurent clairement. Et dans certains cas, on observe même des zones de calcification ou de métaplasie. C'est là où le tissu tendineux il se transforme en un tissu qui est complètement différent. Et ce n'est pas du tout du collagène qu'on va avoir. Donc derrière, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que la capacité du tendon à supporter des charges, elle est significativement réduite. Et c'est dans ce contexte qu'on peut avoir des ruptures tendineuses. Même sous des charges qui pourraient être très bien tolérées par un tendon sain. C'est juste que là, on a un terrain qui favorise la rupture tendineuse. Et cependant, et c'est un point crucial qui est soulevé par J. Cook, même dans un tendon avec des changements dégénératifs, il y a des restes de tissus sains ou légèrement réactifs. C'est pourquoi même si on a des tendons qui sont pathologiques de manière chronique, ils peuvent répondre au traitement. Parce qu'on ne va pas traiter les zones dégénératives, ça c'est irréversible. Mais par contre, la zone qui est saine, on peut la développer pour qu'elle puisse compenser la zone qui est dead. Et c'est ça qui est cool, même si le stade 3 il est vraiment pas sympa. Maintenant qu'on comprend un petit peu mieux le continuum, on va explorer ce qui pousse un tendon le long de ce spectre pathologique. Et notre Jill, elle a identifié plusieurs facteurs plutôt clés. Le premier, le plus évident, c'est ce qu'on a dit, c'est la surcharge mécanique. Et c'est la cause principale, c'est ce qu'on retrouve dans 95% des cas peut-être. C'est un chiffre complètement au hasard. La surcharge, elle peut signifier une charge trop importante en une seule fois, comme si vous essayez de soulever un poids trop lourd. Mais plus souvent, ce qu'on retrouve, c'est une charge modérée qui a été répétée trop fréquemment. Répétée. Et je vais reprendre l'exemple de mon petit pépé qui est en train de tailler ses haies parce que ça va être l'automne et qu'il est temps de faire du ménage dans le jardin. Sauf qu'il veut faire ça sur le week-end. Il a choisi, c'est ce week-end et c'est pas un autre moment. Donc il n'y aura pas le temps de récupération suffisant. C'est aussi le cas classique du coureur qui va augmenter son kilométrage trop rapidement. Okay ? Le deuxième facteur, ça va être la compression tendineuse. Comme on l'a dit, il y a certains tendons, comme celui du supraépineux au niveau de l'épaule, qui passent dans un espace plutôt restreint. Donc là, il peut être comprimé par des structures osseuses. Et cette compression chronique, surtout dans certaines positions, elle peut déclencher des changements pathologiques. Même si on n'a pas une traction pure qui va venir surcharger la zone. C'est juste du fait de la compression, là où passe le tendon. Et un troisième facteur, malheureusement, c'est l'âge. Quand on vieillit, les tendons ils deviennent naturellement moins élastiques, moins vascularisés, encore moins vascularisés, et derrière, forcément, leur capacité de réparation, elle diminue. Un tendon de 50 ans, il va moins tolérer les erreurs d'entraînement qu'un tendon de 20 ans. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Et ça ne veut pas dire que les personnes âgées elles sont condamnées à une tendinopathie. Ça veut juste dire qu'il faut qu'elles soient plus attentives dans la gestion de leur charge. Même si c'est généralement à cet âge-là où ils sont moins attentifs. Mais bon, on ne va pas les changer nos petits vieux. Et ces facteurs, ils vont aussi inclure certaines conditions métaboliques comme le diabète ou l'hypercholestérolémie. Ça peut venir affecter la santé au niveau des différents tendons. Il y a aussi des médicaments, comme les fluoroquinolones, qui sont une classe d'antibiotiques, qui ont été associés à un risque accru de tendinopathie et même de rupture tendineuse. Et derrière, on peut aussi avoir des facteurs génétiques qui peuvent probablement jouer un rôle, certaines personnes ayant une architecture de collagène moins résistante. Ça reste à voir. On a aussi un aspect fascinant au niveau de la tendinopathie, c'est que la douleur et les changements structuraux, ils ne sont pas toujours corrélés. On peut avoir un tendon avec des changements dégénératifs importants à l'imagerie, mais sans douleur. Et à l'inverse, on peut avoir une douleur intense avec des changements structuraux minimes. Et ça, notre Jill, elle explique que la douleur dans la tendinopathie, elle est complexe et multifactorielle. Elle implique certainement les nouveaux nerfs qui vont envahir le tendon pathologique, mais elle implique aussi des changements dans la façon dont le système nerveux central va traiter les signaux de la douleur. C'est ce qu'on appelle la sensibilisation centrale. Donc dans les tendinopathies chroniques, le système nerveux il peut devenir hyper réactif. Il va amplifier les signaux de douleur. Et c'est pourquoi le traitement il ne doit pas viser uniquement la structure d'un tendon, mais aussi prendre en compte cette dimension neurologique de la douleur. Maintenant qu'on a vu
ce que c'était un tendon au niveau anatomique, ce qu'on a compris ce que c'était une tendinopathie, comment elle s'est développée, on va en venir à ce qui nous intéresse, c'est le traitement. Et là aussi, il y a les travaux de Jill Cook et d'autres chercheurs comme Ebony Rio qui ont transformé nos approches en tant que kiné. Historiquement, quand on pensait que la tendinopathie elle était principalement liée à une inflammation, le traitement y reposait sur le repos, sur de la glace ou sur des anti-inflammatoires. Le problème, c'est que cette approche a donné des résultats clairement décevants à long terme. Les patients ils se sentaient mieux sur le moment, et puis la douleur elle revenait, et dès qu'ils reprenaient leurs activités. Aujourd'hui, donc, on sait que le traitement de référence, celui qui a le plus de preuves au niveau scientifique, c'est l'exercice contre résistance, et plus spécifiquement, le renforcement progressif du complexe tendon-muscle. Mais là, on va se dire, pourquoi un exercice contre résistance, ça fonctionne? Les mécanismes, ils sont multiples et pour ma part, ça me fascine. Donc premièrement, il y a l'effet mécanique direct sur le tendon. Quand vous soumettez un tendon à une charge contrôlée et progressive, c'est important, vous créez des micro-déformations dans les fibres de collagène. Et ces micro-déformations, elles sont perçues par les ténocytes qui répondent en augmentant la pression de la production de collagène et en renforçant la structure. C'est ce qu'on appelle la mécanotransduction. Donc le processus par lequel les cellules convertissent un stimulus mécanique en réponse biologique. Et au fil des semaines et des mois, ce stimulus il est répété et il va conduire à une augmentation de la section du tendon, à une meilleure organisation des fibres de collagène et à une densité accrue de liens croisés entre les fibres qui va augmenter la rigidité et la résistance du tendon. En d'autres termes, on reconstruit un tendon plus fort qui est capable de résister à davantage de charges. Et c'est ce qu'on cherche. Deuxièmement, l'exercice contre résistance, il a un effet sur la vascularisation et sur les néovaisseaux. Paradoxalement, alors que les néovaisseaux sont associés à la pathologie, l'exercice, lorsqu'il est bien conduit, il peut aider à normaliser la vascularisation tendineuse. Et on pense qu'il favorise une vascularisation plus organisée et plus fonctionnelle en réduisant ces néovaisseaux anarchiques qui sont associés, comme on l'a dit, à la douleur. Troisième, c'est peut-être le plus important à court terme, l'exercice contre résistance, il a un effet de modulation de la douleur. Et ça, c'est cool. Il y a plusieurs mécanismes qui sont en jeu. L'exercice stimule la production d'endorphines et d'autres molécules qui ont un effet analgésique naturel. Et il peut aussi désensibiliser les nerfs périphériques qui sont devenus hyper réactifs, comme on l'a dit. Et enfin, il va démontrer à notre cerveau que le tendon il peut tolérer des charges sans qu'il y ait un problème. Vous contribuez à diminuer la sensibilisation centrale et la peur du mouvement, dont on a aussi parlé juste au-dessus. Quatrièmement, l'exercice, il va renforcer aussi le muscle qui est associé au tendon. Et comme on l'a dit, c'est un complexe. Un muscle plus fort peut absorber davantage de charge. Il va aussi réduire la charge relative sur le tendon pendant les activités. C'est une sorte d'effet protecteur indirect. Mais derrière, tous les exercices ne vont pas forcément se valoir dans le traitement de la tendinopathie. Et la recherche, elle a identifié plusieurs modalités particulièrement efficaces. Et forcément, il y a les exercices excentriques qui ont été les premiers à être largement étudiés et promus. Un exercice excentrique, c'est quand le muscle va s'allonger pendant qu'il se contracte. Comme quand vous descendez lentement une charge ou que vous descendez les escaliers. Ou que vous perdez au bras de fer, accessoirement. Pour le tendon d'Achille, par exemple, un exercice excentrique classique consiste à te mettre sur la pointe des pieds puis à descendre lentement le talon sous le niveau de la marche. Mais la question c'est pourquoi ces exercices, de manière excentrique, ils sont plus efficaces. Mais ils vont créer des tensions particulièrement importantes sur le complexe muscle-tendon. Et ils vont générer plus de force que les contractions concentriques ou isométriques. Concentrique, c'est quand je gagne au bras de fer, et isométrique, c'est quand les bras ne bougent pas. Donc cette tension qui est plus élevée, elle va être un stimulus qui est particulièrement puissant pour le remodelage du collagène. Et le protocole d'Adferson, qui a été développé pour le tendon d'Achille, par exemple, il consiste simplement en des montées excentriques répétées 2 fois par jour pendant 12 semaines. Ça a été un des premiers protocoles bien étudiés et ça reste une référence. Plus récemment, il y a des exercices isométriques qui ont gagné en popularité, notamment grâce aux travaux d'Ebony Rio, dont on a parlé avant. Un exercice isométrique, c'est une contraction musculaire sans mouvement articulaire, quand on est au bras de fer, comme dit, et que ça ne bouge pas.
Et les exercices isométriques, ils ont un avantage qui est particulier, c'est qu'ils peuvent réduire la douleur très rapidement, parfois immédiatement après l'exercice. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ce qu'on appelle l'analgésie induite par l'exercice isométrique. Ouais, on n'est pas allé chercher très loin, hein, clairement. Le mécanisme exact, il n'est pas complètement compris, mais on s'en fiche, ça fonctionne. Donc l'isométrique, ça fait moins mal, on fait l'isométrique. En pratique, justement, les exercices isométriques, ils sont utilisés pendant les phases les plus douloureuses. Donc quand même les activités de la vie quotidienne sont difficiles, et ça permet de charger le tendon et de réduire la douleur sans créer trop d'irritation pour le patient ou pour l'athlète. Et le dernier, les exercices dynamiques traditionnels au final. Qu'est-ce qu'on fait? Ça va combiner de l'excentrique, de l'isométrique, du concentrique, les exercices en pliométrie qui impliquent des sauts et des rebonds. Et qu'est-ce qu'on en fait? Ça, forcément, on va le mettre plus tard. On va le mettre plutôt à la fin de la rééducation, quand on va chercher à retrouver une fonction sportive normale. Il y a un aspect qui vous a sans doute pas échappé, c'est la progression. Et c'est absolument crucial dans le traitement par l'exercice, c'est la progression. On ne peut pas simplement demander à quelqu'un avec une tendinopathie de commencer tout de suite avec des charges lourdes. La progression, elle doit être individuelle et personnalisée, basée sur les symptômes et sur les capacités de chaque personne. Et Jill Cook, elle insiste sur le concept de gestion de la charge. Il s'agit de trouver le point optimal où on charge suffisamment pour que le tendon stimule l'adaptation, mais pas au point de créer une irritation excessive qui va faire reculer les progrès. Un principe utile, c'est la règle des 24 heures. Un peu de douleur pendant, et juste après l'exercice, c'est acceptable, ça peut même être normal. Mais si la douleur elle est significativement plus importante le lendemain et qu'elle persiste, c'est que c'était trop, et il va falloir réduire la charge sur la session suivante. La progression typique sur plusieurs mois, elle pourrait ressembler à ça. Donc on va commencer avec des exercices isométriques à faible charge. Une fois que c'est bien toléré, on passe sur de l'excentrique de manière lente avec une charge modérée qu'on va augmenter progressivement au fil des semaines. Ensuite, on va ajouter du concentrique. Ensuite, on va augmenter la vitesse d'exécution et on va passer sur des exercices fonctionnels. Voilà. Et ensuite, sur du pliométrique et ensuite sur des exercices qui sont spécifiques au sport, en l'occurrence s'il y en a un. Et cette progression, elle peut être longue, elle peut prendre des mois et même plus si c'est des tendinopathies de stade 3 qui sont chroniques et sévères. Et c'est là où la patience, elle est très importante. Si on brûle les étapes, on va juste retourner en arrière et il va falloir reprendre le processus, on n'aura rien gagné du tout. Ce qui est aussi important, ça va être de gérer les activités en dehors des exercices. Faire ces exercices, c'est bien, mais ce qui est bien aussi, c'est que le reste du temps, on ne va pas chercher à surcharger le tendon. Sinon, ça va servir à rien et on ne va pas progresser. Donc, c'est ce qu'on appelle la charge cumulative. Il faut considérer l'ensemble des activités de la semaine qui vont solliciter le tendon et qui risquent de le solliciter de manière problématique pour s'assurer que la charge totale, elle reste dans les capacités du tendon. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout arrêter. Le repos complet, comme on l'a vu, c'est complètement contre-productif parce que le tendon, il va s'affaiblir avec l'inactivité. Mais il va falloir modifier temporairement certaines activités. Pour un coureur avec une tendinopathie d'Achille, ça voudra dire réduire le volume de course, éviter les côtes, éviter les sprints et intégrer d'autres sports, du vélo, de la natation ou d'autres choses qui ne vont pas surcharger le tendon d'Achille, mais qui puissent quand même avoir sa dose de dopamine, etc. avec le sport. Et oui, on ne va pas chercher à faire une cure de désintox non plus. Il ne faudrait pas qu'on soit comme ça. Pour quelqu'un qui a une tendinopathie de la coiffe, ça voudrait dire éviter temporairement les mouvements du bras au-dessus de la tête, modifier sa manière de dormir, ajuster le poste de travail, etc. etc. L'objectif, c'est de créer un environnement où le tendon il peut récupérer, où il peut se renforcer progressivement en maintenant quand même un niveau d'activité physique générale. Bien évidemment, il y a des traitements complémentaires comme les corticoïdes, comme les injections de PRP, comme les ondes de choc, etc. Il faut savoir concernant les corticoïdes qu'il y a une réduction de la douleur à court terme, certes, mais il y a une préoccupation qui concerne les effets néfastes à long terme sur la structure elle-même du tendon. Et il faut savoir que la prise ou l'injection de corticoïdes peut affaiblir le collagène et potentiellement augmenter le risque de rupture. Voilà, je pose juste ça là. Et pour le PRP, il y a des résultats qui sont plutôt mitigés dans la littérature. Et c'est bien pour ça qu'il ne faut pas chercher à brûler les étapes en prenant tout et n'importe quoi, mais qu'il faut, d'un point de vue, accepter que les choses vont prendre du temps, même si c'est frustrant, même si c'est démoralisant,
et qu'il y a une incertitude au niveau de la guérison et que derrière on peut avoir peur de se blesser à nouveau. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de comprendre ce qui se passe au niveau du tendon, de comprendre que la douleur ne veut pas forcément dire qu'il y a un dommage derrière et de comprendre que la guérison, elle est possible mais qu'elle prend du temps. Et tout ça, ça peut vous aider à réduire votre anxiété et à améliorer votre adhésion au traitement. La peur du mouvement, la kinésiophobie dans le jargon médical, elle est problématique. Si vous avez peur de bouger par crainte d'aggraver votre tendon, vous allez éviter les activités et votre tendon, il va s'affaiblir et vous allez clairement entrer dans un cercle vicieux qui sera bien plus contre-productif. Le travail progressif contre résistance, il a démontré que le mouvement sûr est bénéfique et il va vous aider à briser ce cercle vicieux. Et voilà, on arrive au bout de ce petit podcast sur la tendinopathie. Donc on va rappeler quelques points essentiels. C'est que le tendon, c'est magique. C'est organisé de manière hiérarchique autour du collagène. Il y a des cellules qui sont sensibles aux contraintes mécaniques et qui sont capables de s'adapter aux demandes qu'on lui impose. C'est aussi vulnérable par contre quand ces demandes elles dépassent la capacité du tendon. La tendinopathie, donc on l'a vu, ce n'est pas une simple inflammation, mais c'est un processus qui est plus complexe que ça, qui se déploie le long d'un continuum, depuis la réaction réactive aiguë jusqu'à la dégénérescence potentiellement chronique et pas forcément réversible. Ce continuum, il est avant tout mécanique et il est déclenché par un déséquilibre entre la charge qui est imposée au tendon et sa capacité à tolérer la charge. Le traitement le plus efficace pour tout ça, on le rappelle, mais c'est l'exercice contre résistance lorsqu'il est pratiqué de manière progressive. Bon, j'espère que vous avez compris un petit peu tout le charabia entre les protéoglycanes, etc. Mais ce qui est essentiel de retenir, c'était la manière de le traiter et j'espère que ça vous intéresse et que vous allez pouvoir faire ce qu'il faut pour vos petits tendons. Passez une bonne fin de journée, une bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast.